Le caviar, symbole du luxe ultime depuis le début du XXe siècle, n'est plus la chasse gardée des mers de Russie et d'Iran. À la différence du pétrole, ce nouvel or noir est en passe de devenir un véritable atout pour la France. Une belle réussite qui couronne plus de 20 années de travail pour les 9 producteurs qui se sont lancés dans les années 90 dans l'aventure du caviar. Un marché en pleine expansion dont la France devrait représenter près de 25%. Alors, le marché du caviar aujourd'hui est un marché qui se situe approximativement entre 170 et 180 tonnes de caviar. Marché sur lequel la France représente 25 tonnes. Voilà. Alors les principaux acteurs aujourd'hui sont, mais ça va paraître surprenant à beaucoup de gens, c'est déjà les Chinois qui produisent grosso modo une trentaine de tonnes de caviar, voire un peu plus. Suivi de l'Italie et enfin la France. Donc les trois premiers, c'est Chine, France, Italie pour les pays. Et quand on prend ensuite les acteurs, c'est-à-dire les sociétés, le premier producteur est une société chinoise, le deuxième producteur est une société italienne et le troisième producteur est une société française. C'est nous. Deux pôles de production, un principal qui est l'Aquitaine, le fameux caviar d'Aquitaine, le deuxième qui est la Sologne. Donc un producteur en Sologne qui produit à peu près une tonne et 24 tonnes pour l'Aquitaine réparties sur 6 producteurs. Alors qu'il était arrivé jusqu'à nous du fond des âges, ce drôle de poisson a bien failli ne pas survivre à la pêche intensive. Dans les années 70, l'esturgeon est en voie d'extinction. En 1982, la pêche de l'esturgeon, qui a quasiment disparu d'Europe, est interdite en France. Espèce protégée par la Convention de Washington depuis 1998, la pêche à l'esturgeon sauvage est interdite depuis 2009 dans les pays de la mer Caspienne. C'est la fin du caviar sauvage. Le caviar issu d'aquaculture est une histoire qui a commencé dans les années 90. Effectivement, la France est un des leaders historiques, c'est-à-dire un des pionniers. Le Sémagref, qui aujourd'hui s'appelle l'IRSTEA, avait décidé de repeupler le bassin de l'estuaire de la Gironde, qui était un bassin endémique d'un esturgeon qu'on appelle l'esturgeon atlantique, et ce, dans les années 90. Et autour de ce projet se sont greffés des amoureux du poisson, qui sont dans un premier temps partis sur l'idée de produire de la chair d'esturgeon. Rapidement, le modèle économique s'est avéré caduc. Et donc ils se sont dit, ou on meurt ou on produit du caviar. Et ils ont décidé de produire du caviar d'aquaculture, ce qui était très osé à l'époque, puisque dans les années 90, fin 90, c'était le climax du caviar sauvage. Donc c'était un peu osé comme pari de se lancer là-dedans. Et 20 ans après, finalement, le pari n'était pas si osé, il était même visionnaire, puisqu'il n'y a plus de caviar sauvage. Mais les débuts sont difficiles, l'espèce endémique tolère mal l'élevage. En 1986, il faudra importer une variété sibérienne, la Spencer Baeri. Les progrès des techniques de pisciculture permettent à nos pionniers de tester leur production de caviar en 1993. Les premiers caviars d'Aquitaine s'attirent pourtant des reproches. Quand on commence quelque chose, on a besoin d'apprendre. Quand on fait les premiers pas, des fois on fait des faux pas et on tombe. Effectivement, le caviar d'élevage, le vrai défaut du caviar de l'élevage et de ceux qui apprennent aujourd'hui et qui arrivent sur le marché aujourd'hui, alors que nous on a 20 ans d'expérience, c'est qu'effectivement le caviar peut être taché d'un goût vaseux, terreux, lié à certaines molécules dont la géosmine fait partie. Et nous on a appris avec le temps comment s'en débarrasser. Il y a un petit truc et qu'on laisse le soin à nos concurrents de découvrir. Voilà. Mais effectivement, au début, les errements ont été nombreux. En 1995, la maison Sturgeon voit le jour. C'est le début de la grande aventure de Sturia, à qui l'on doit aujourd'hui plus de la moitié de la production nationale, avec 13 tonnes de caviar dans une industrie en pleine effervescence, où la recherche et le développement constituent un atout majeur. Nous, ce que l'on vise à obtenir, c'est une offre la plus... je compare toujours ça à une palette de couleurs qu'on offre à nos clients, que ce soit les grands chefs ou que ce soit les particuliers amoureux du produit. Et ces palettes vont être autant de couleurs, enfin ces couleurs, pardon, sur la palette vont être autant de couleurs qu'on peut utiliser pour dresser des tableaux
que vont être les plats que l'on va servir à ses convives ou à ses clients. Et donc le but pour nous, c'est d'enrichir la palette, évidemment. La croissance de Sturia est aussi rapide que celle des esturgeons est lente. Comme dans le monde du vin, on travaille pour l'avenir et chaque maison conserve jalousement ses secrets de fabrication. Des premiers jours de la vie du poisson à l'affinage, chaque geste fait une différence. Dans le lieu où nous vous recevons aujourd'hui, on gère les deux mondes, le monde viticole et le monde aquacole de l'esturgeon, la pisciculture de l'esturgeon. Il faut 14 ans pour ça donne un petit peu une dimension du travail que l'on fait. C'est-à-dire qu'on va faire notre première récolte de beluga, si Dieu veut, pratiquement au moment de ma retraite. Voilà, donc ça donne un petit peu une idée de la dimension qu'on doit gérer dans un monde où tout va de plus en plus vite. Et effectivement, dans la vigne, il faut attendre la 5e feuille pour pouvoir commencer à avoir des vins intéressants. Et si on n'est pas plus patient, les vins seront d'autant plus intéressants à la 10e, 15e feuille. Et dans l'esturgeon, c'est 6-7 ans à minima. À part que nous, à chaque fois que l'on vendange, on tue l'animal, on arrache la vigne, ce qui rend encore le modèle économique encore plus compliqué. Nous sommes à Saint-Fort-sur-Gironde, l'un des sites de production de Sturia. C'est dans ces bassins que nagent une cinquantaine de milliers de femelles, âgées de 2 à 8 ans. Elles sont transférées ici aussitôt que l'on a pu déterminer leur sexe. Ce n'est qu'à l'âge de 7 ou 8 ans qu'elles seront prêtes pour leur première et ultime ponte. Alors c'est un site qui fait une vingtaine d'hectares en tout, sur lequel on a 6 étangs. Donc voilà, les étangs là sont vraiment des espaces d'élevage extensif sur lesquels on essaye de donner les conditions d'élevage optimales pour les poissons. On est en gros un poisson ici à 6 ou 7 mètres cubes pour lui tout seul pour se développer, pour grandir. On a des distributions d'aliments automatiques sur les étangs. Ce poisson, à la mine pas franchement avenante, est une relique génétique. On est loin encore d'avoir levé le voile sur tous ses secrets. Ça fait une vingtaine d'années maintenant qu'il y a des élevages d'esturgeons en France et puis dans le monde. Donc on a quand même un certain nombre d'années d'expérience. Maintenant, il y a toujours des choses à apprendre, que ce soit sur la partie reproduction, sur la production du caviar, sur la maturation des œufs, enfin la production des œufs, la maturation, la fabrication. En fait, il y a énormément de sujets des sujets de recherche. Chaque poisson de l'espèce Baéry représente un investissement de 7 années. Et que dire des belugas qui se feront attendre parfois jusqu'à 16 ans. Pour s'assurer que les grains sont de la taille escomptée, les éleveurs ont recours à l'échographie. Aujourd'hui, on arrive à faire le sexage par échographie. Donc on prend les poissons un par un et puis on regarde à l'intérieur si c'est des mâles ou des femelles. Et là, il y a un des sujets sur lesquels on travaille qui est effectivement d'essayer de faire la différence le plus tôt possible, quoi, sur les alevins si possible. Sachant que extérieurement, en fait, il n'y a aucun signe de différence entre les mâles et les femelles. Donc il faut regarder à l'intérieur ou il faut regarder au niveau des gènes ce qui se passe, quoi. Après un passage en eau claire, pour dissiper toute trace de vase, les poissons sont acheminés vivants à l'usine où ils vont être sacrifiés. La production bat son plein de septembre à octobre, ce sont alors 100 poissons qui arrivent tous les jours. La poche contenant les œufs, la gonade, représente 10% du poids du poisson, soit près de 800 grammes. Si la couleur et la taille de l'œuf font sa rareté et son prix, à qualité égale, c'est le travail du grain et son affinage qui vont faire la différence. Chaque gonade est numérotée, les œufs sont mesurés, goûtés et leur couleur est évaluée. Les très gros œufs, qui font plus de 2 mm 9, sont les plus rares et ne représentent que 3% des pontes, tout comme les œufs très clairs recherchés par les grands chefs. La fermeté des grains est un prérequis, la sélection est une étape clé. L'analyse sensorielle descriptive quantitative qu'on utilise est une innovation majeure et qui nous permet effectivement d'être très pointu sur les sélections et donc du coup d'être capable de valoriser ce que la mère nature nous donne. Les œufs sont ensuite tamisés pour éliminer la membrane, puis rincés pour évacuer les dernières impuretés et égoutter. Dans un petit saladier, c'est la valeur d'une voiture que l'on manipule.
Le salage est la dernière étape avant la mise en pot de 1 kg qui marque le début de l'affinage. On pourra le consommer pendant 1 mois, pendant cette période où, comme un vin, on l'appelle primeur. Au fil des semaines et des mois, le sel va intégrer la membrane de l'œuf et pénétrer par osmose jusqu'au cœur du grain, modifiant profondément ses propriétés organoleptiques, sa saveur, sa texture et sa longueur en bouche. Les recettes et les spécialités se multiplient et le petit œuf semble à l'aise là où on ne l'attend pas.